Bonjour à tous, je vous souhaite au nom du département formation de l'Argus de l'assurance la bienvenue sur ce nouveau webinaire. L'Argus de l'assurance, comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont plus de 150 programmes de formation et 400 sessions déroulées chaque année en présentiel ou à distance et sur des thématiques variées, risque management, finance, réglementation, distribution, digital. Voilà, et depuis plus de 2 ans maintenant, vous verrez que toutes ces formations sont à 90 DDA compatibles et sur la slide suivante, vous verrez que nous avons aussi, une plateforme 100 digitale nommée Visa DDA, qui est le partenaire privilégié des professionnels du courtage et qui vous accompagne à travers votre obligation de formation de 15 heures annuelles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour y découvrir l'ensemble des formations qui sont accessibles aujourd'hui. Donc c'est Julien Besserman, qui est avocat associé au sein du cabinet Lowins, qui nous accompagne ce matin et qui va nous apporter les éclairages juridiques afin de vous conformer aux attentes de la CPR et aux nouvelles contraintes autour de la réglementation des conflits d'intérêts. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Vous devez avoir à droite de votre écran un petit module questions qui vous permet de les poser et je les relayerai tout au long de son intervention. Il les répondra soit au fil de l'eau, soit en fin d'intervention pour voilà, que vous soyez renseignés par rapport à vos questionnements. Donc Maître Besserman, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie d'être là à ce webinaire sur les conflits d'intérêts. Sujet d'actualité, dans l'Argus de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, il y avait plusieurs pages sur le précompte et est-ce que le précompte était conforme ou pas à la nouvelle réglementation. C'est un des sujets qu'on va aborder. On est sur une présentation rapide, on est sur 45 minutes, une demi-heure de présentation et puis quelques questions. Donc, c'est un survol de ce sujet qui est à la fois complexe juridiquement et qui est aussi très pratique. Très pratique, et c'est probablement l'écueil principal qu'on rencontre lorsque l'on rédige une politique de conflit d'intérêts, c'est de ne pas rester dans un document juridico-juridique. Le juridico-juridique, c'est un petit peu ce que tout le monde a fait lorsque DDA est entré en vigueur en 2018, octobre 2018, quand on a vu sortir les règlements délégués sur la gestion des conflits d'intérêts. Tout le monde a rapidement sorti une politique de conflit d'intérêts avec des grands principes, j'allais dire, issus, répétés de la réglementation. C'est une bonne base. Aujourd'hui, la CPR en demande plus. La CPR en exige plus et va dire on ne peut pas s'arrêter à un document juridico-juridique, j'allais dire à un document rédigé par la conformité et le juridique dans son coin, avec ou sans avocat. Le point principal, s'il y a un point principal à retenir de ce webinaire, c'est une politique de conflit d'intérêts est adaptée aux réalités pratiques de votre activité. Une politique de conflit d'intérêts, ça ne se fait pas tout seul entre le juridique et la conformité. Ça se fait essentiellement sur la base d'échanges avec les métiers, avec les commerciaux, avec les gens sur place, en leur disant, voilà, qu'est-ce que dans ta vie professionnelle, tu as pu rencontrer comme conflit d'intérêts? Alors, on va parler des points qu'on peut régler facilement, entre guillemets, qui sont notamment ceux de la rémunération. C'est les points fondamentaux. L'articulation d'une rémunération qui ne nuit pas aux intérêts de la clientèle, mais on va dérouler les slides. Sur 5 grandes parties, un premier rappel légal et réglementaire. La réglementation conflit d'intérêts concerne les produits d'assurance vie, pour être clair, mais il y a également des dispositions qui vont s'appliquer à la non-vie, qui ne vont pas être du conflit d'intérêt pur et dur, qui vont être de l'obligation d'information et également des obligations en termes de rémunération, ce qu'on va évoquer, puis les spécificités de l'assurance vie, le régime des incitations
Donc, c'est finalement les rémunérations ou avantages de toutes sortes que vous allez donner à vos salariés, si vous avez des salariés qui distribuent, à vos courtiers, si vous êtes assureur et que vous distribuez des produits par des courtiers, ou par vos co-courtiers ou mandataires d'intermédiaires, si vous êtes courtier et que vous avez recours à ce type d'intermédiaire. Donc, c'est globalement large. Puis, quelques applications pratiques. On va parler du précompte. On va parler de la différence de rémunération en assurance vie entre les supports en euros et les supports en unités de compte. Et qu'à l'avenir, on va évoquer le fait que la directive DDA va être révisée dans les années à venir. On attend ça pour 2023. Et donc, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les recommandations et les points que la CPR relève, notamment là, a relevé dans son rapport annuel pour l'année 2020, les points un petit peu d'anticipation sur ce qui va arriver. Alors, obligations légales et réglementaires en vie et non-vie, principe directeur qu'on retrouve dans les dispositions générales du Code des assurances, donc applicable tant à la vie qu'à la non-vie. Le distributeur doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ça au mieux des intérêts du client. C'est une disposition balai, c'est une disposition extrêmement générique qui permettra de sanctionner un distributeur d'assurance ou un assureur, un courtier, un agent, dès que on trouvera un comportement qui manquera à ces obligations extrêmement larges. Ça permettra de sanctionner des comportements qui vont nuire aux intérêts du client sans être typiquement spécifiés dans la réglementation. Deux éléments de rémunération ensuite, rémunération et objectif de vente. Ne pas rémunérer ni évaluer les performances du client, les performances du collaborateur, en contradiction avec leur obligation d'agir au mieux du client, on en parlera tout à l'heure, et ne pas fixer d'objectifs de vente encourageant les collaborateurs à proposer un produit plutôt qu'un autre qui correspondrait mieux aux besoins du client. Intéressant. L'idée, vous la connaissez maintenant parce que la réglementation est sortie en octobre 2018. Je ne rémunère pas mon collaborateur, mon distributeur, mon LIA d'une manière qui puisse nuire aux intérêts du client et donc je ne fixe pas des commissions disproportionnées s'il vend certaines garanties. Parce que ça va le pousser à vendre certaines garanties alors qu'elles ne sont pas forcément conformes aux intérêts du client. Je ne fixe pas des surcommissions délirantes pour la vente de certaines unités de compte. Parce que on l'a déjà vu, ça peut pousser certains mandataires, certains collaborateurs, certains distributeurs à pousser la vente d'une unité de compte alors qu'elle n'est pas adaptée aux besoins du client. On passe rapidement là-dessus. Pour la non-vie, être conforme à ses obligations et ne pas conduire à des conflits d'intérêts, c'est aussi donner une obligation, c'est aussi accomplir son obligation d'information de manière correcte et donc préciser l'ensemble des informations exigées par la réglementation, avec qui je travaille. Est-ce que je suis exclusif? Est-ce que je ne suis pas exclusif? Est-ce que je donne une analyse impartiale? Est-ce que je fournis un service de recommandation personnalisé? Tout ça, c'est des éléments qui sont en lien avec le conflit d'intérêts. Je donne au client des éléments qui lui permettent de comprendre avec qui il va travailler. De même, des éléments qui vont permettre au client de comprendre comment je suis rémunéré et si cette rémunération influe ou pas la manière dont je vais distribuer le produit. Donc le gros, c'est les produits d'assurance vie. Puisque la réglementation, qui est donc issue du Code des assurances, mais également du règlement délégué du 21 septembre 2017 que vous avez dû éplucher si vous êtes penché sur la question des conflits d'intérêts en assurance, s'applique donc essentiellement aux produits d'assurance vie et dit quoi?
Il dit, on doit mettre en place des dispositifs organisationnels pour limiter les risques de conflit d'intérêts. Et ces dispositifs, ils doivent avoir pour but, de détecter les conflits d'intérêts. On repère les potentiels conflits d'intérêts. Et c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure prend tout son sens. On détecte des situations réelles, des situations pratiques. La réglementation dit quoi? Elle dit qu'en fait, peut être concerné par un conflit d'intérêts toute personne, un administrateur, un associé, un dirigeant, un salarié, un client, et qu'il y a conflit d'intérêts lorsque cette personne, la personne concernée, administrateur, associé, dirigeant, salarié, client, a un intérêt qui est différent de celui du client et qui peut influencer les activités de distribution au détriment de celui-ci. Donc, il y a conflit d'intérêts, concrètement, lorsque la manière dont je vais vendre mon produit d'assurance va être influencée par ma rémunération, parce que c'est quand même le cas le plus courant, et que ça va être au détriment du client. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme seconde conséquence? Est-ce que je suis, par exemple, un courtier qui vend des produits assurance vie? J'ai deux unités de compte qui sont similaires, et il y en a une pour laquelle je suis mieux rémunéré que l'autre. Dans ce cas-là, si on est dans l'intérêt du client, il me semble qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je choisis l'unité de compte pour laquelle je suis la mieux rémunérée entre deux unités de compte qui sont conformes à l'intérêt du client. Dans ce cas-là, à mon sens, ça passe. Par contre, j'ai deux unités de compte, une pour laquelle je suis mieux rémunéré que l'autre, et je choisis celle-là parce que je suis mieux rémunéré, ce qui a pu arriver il y a quelques années, notamment sur la distribution de produits structurés, qui était très très bien rémunéré et donc qui a pu pousser dans certains cas une surdistribution. Et bien là, on est dans un cadre de conflit d'intérêts. Il y a eu quelques exemples célèbres, notamment une décision Arca Patrimoine sanctionnée par la CPR en 2013, dans lequel on va relever que les modalités de rémunération des distributeurs étaient susceptibles de nuire aux clients. On était avant DDA, mais la CPR avait d'ores et déjà relevé ce type de problématique. Quid de la communication de cette politique conflit d'intérêt aux clients? Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique. Il semble une bonne idée de communiquer aux clients le fait que vous avez une politique de conflit d'intérêt. Ce n'est pas la peine de communiquer la politique en intégralité, mais quelques lignes destinées à expliquer la manière dont vous traitez les conflits d'intérêts, ça peut être intéressant dans le cadre d'une communication client. Alors, une fois qu'on a détecté le conflit d'intérêts, on met en œuvre une politique. C'est une obligation de DDA, une de nouvelles obligations qui va également avec l'obligation de mettre en place une politique de gouvernance des produits. Dans la DDA, il y a des nouvelles obligations formelles. Eh bien, il y a cette obligation de mettre par écrit une politique de conflit d'intérêts avec une précision d'importance. On adapte la politique de conflit d'intérêts à l'activité de la boîte. Je suis un grand assureur et je vends des millions de contrats. Je n'ai pas les mêmes obligations en termes de conflit d'intérêts, ou en tout cas en termes de rédaction de la politique, que si je suis un courtier individuel. Qu'est-ce que j'indique là-dedans? J'expose les circonstances qui donnent lieu à un conflit d'intérêts, ainsi que les procédures que j'ai mises en place pour empêcher le conflit de nuire aux intérêts du client. Donc ça commence par là, toujours. En pratique, quels sont les cas de conflit d'intérêts que l'on va pouvoir détecter? C'est ce qu'il y a dans l'encadré. Je l'ai déjà dit, exercice approfondi au sein de tous les départements de l'entreprise. Ce n'est pas une énumération de situations théoriques, ça tient compte de la situation réelle du distributeur. Est-ce qu'il est dans un groupe ou pas? Est-ce qu'il a un réseau de distribution? Est-ce qu'il externalise certaines
certaines activités. Alors vous allez me dire, donnez-moi des exemples. Exemple que j'ai eu il n'y a pas bien longtemps, l'exemple de l'agent qui ne va pas voir ses clients. On parlait dans une formation que je donnais de l'actualisation du devoir de conseil. Et j'ai expliqué que c'est mon dada, le devoir de conseil, ça se donne à la souscription, mais également, il y a une obligation d'actualisation du devoir de conseil. Alors, elle n'est pas réglementaire, elle n'est pas légale, sauf en assurance vie, où il y a la recommandation sur le devoir de conseil de la CPR qui dit bien qu'il faut actualiser le conseil lors de chaque modification significative du contrat d'assurance vie. Mais pour la non-vie, on ne peut pas dire qu'il y ait une obligation légale affirmée. Pour moi, ça rentre dans les obligations d'un distributeur, en tout cas, ça peut rentrer dans les obligations d'un distributeur. Et j'en parlais avec un courtier, et je lui disais, toi, est-ce que tu as des clients que tu vas jamais voir? C'était un agent d'ailleurs. Et il me dit, oui, il y a des clients que je ne vais jamais voir. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que si je vais les voir, le client va reprendre son contrat, alors que là, globalement, il m'a oublié. Et que s'il reprend son contrat, il va s'apercevoir que je suis plus cher que la concurrence, donc il va partir ailleurs. Alors ça paraît un peu délirant comme exemple, mais c'est donc un exemple réel. On est clairement dans un cas de conflit d'intérêts. L'agent ne va pas voir son client parce que sinon il va aller à la concurrence et il va perdre sa commission. Voilà un exemple type de conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est ce que vous avez dans le dernier petit point sur le contenu de la politique. Je fais attention à la transparence des mandats sociaux des dirigeants et des collaborateurs. Si j'ai des gens qui ont des intérêts dans des entreprises concurrentes, c'est intéressant de connaître ces intérêts. Je mets en place des mesures qui permettent de limiter l'influence inappropriée sur l'activité de distribution. Un autre exemple pratique, est-ce qu'un de mes collaborateurs a un intérêt financier chez un partenaire? Il a investi chez un partenaire, il a la famille chez un partenaire, il a un intérêt quelconque. Est-ce que un partenaire ou un concurrent bénéficie de son intervention? Mise en place aussi d'une politique de cadeaux et avantages, cadeaux que j'offre à mes clients et cadeaux que je reçois ou que je suis admis à recevoir, étant entendu que tout ça est extrêmement réglementé et qu'il faut se limiter à des cadeaux de faible valeur. Je mets en place une procédure de signalement des conflits d'intérêts, évidemment. J'en ai repéré un. Les gens des métiers, les gens du terrain doivent avoir un numéro de téléphone, une adresse mail pour dire tiens, j'ai connaissance d'un conflit d'intérêts. Et on écrit par exemple à la conformité, au juridique, qui va tracer ce point et l'intégrer, voir si le point appartient ou n'appartient pas à la politique, appartient ou n'appartient pas au registre. Et si ce n'est pas le cas, je le note et je vois comment je le traite. Donc il faut qu'il y ait une procédure de remontée des conflits d'intérêts du terrain vers les entités aptes à traiter ces conflits. Et puis je sensibilise les collaborateurs, je leur explique que c'est de leur devoir, c'est leur obligation de relever, de remonter des conflits d'intérêts potentiels. Alors c'est compliqué parce que globalement, ils ont rarement envie de le faire, donc il faut insister sur l'importance de ces relevés, de ces remontées vers les autorités, conformité juridique notamment. C'était en amont, donc avant que le conflit soit détecté. Une fois qu'il est détecté, en aval, on divulgue le conflit d'intérêt, mais attention, on ne divulgue pas tous les conflits d'intérêt. C'est une mesure de dernier ressort, c'est le règlement de délégué, qui précise cela. On ne divulgue les conflits d'intérêt que lorsque les mesures qu'on a prises pour le limiter sont insuffisantes. Et ça, c'est à vous de déterminer. C'est ce qu'on a dans le dernier point. Qu'est-ce que je fais en pratique? J'évalue mon risque. Je détermine la manière dont je vais le gérer.
j'ai vu mon risque, quelles mesures je vais prendre pour le réduire. Si je reprends l'exemple de mon agent qui va pas voir son client, je lui colle une obligation d'aller voir ses clients au moins tous les ans, 2 ans, 3 ans, en fonction de la taille de son portefeuille. Et on peut estimer qu'une fois que cette mesure est prise, eh bien, le risque résiduel est faible. On a vu le risque, on a pris une mesure. Une fois qu'il va voir son client tous les ans ou tous les 2 ans, globalement, le risque de conflit d'intérêt est réduit, voire nul. Est-ce que je dois informer mon client de ce conflit? Je pense pas. Par contre, ce que je dois faire, et là on est sur le contrôle interne, ou en tout cas minima un contrôle, je dois vérifier que mon agent est bien allé voir son client, vérifier que la mesure que j'ai ordonnée est bien prise et que le conflit est réduit. Donc ça, c'est l'exemple où finalement on se rend compte qu'il n'y a pas à divulguer. Par contre, si on se rend compte que bah oui, on a pris des mesures, mais que eh bien, on a l'obligation, on estime qu'il y a une obligation de divulguer, par exemple, des sociétés qui vont appartenir au même groupe, eh bien là, dans ce cas-là, on va décrire le conflit d'intérêts. Voilà, le courtier et l'assureur et le structureur et tous les intervenants de la chaîne appartiennent au même groupe. Il y a donc un conflit potentiel. On a pris des mesures pour l'atténuer, mais en dépit de ces mesures, il n'est pas certain que le conflit soit complètement avéré. C'est toujours limite, donc il ne faut pas en divulguer trop. Donc c'est vraiment des cas un petit peu exceptionnels. Sur le chat, on me pose la question sur l'actualisation du devoir de conseil, est-ce que il faut aller voir son client ou est-ce qu'un mail ou un courrier ou un appel téléphonique suffit? C'est toujours pareil. D'abord, quelle que soit la mesure que vous prenez, il faut la tracer. Il faut être en mesure de démontrer que vous avez accompli votre devoir. Et donc là, mon conseil, c'est aller le voir et tracer et remplir un nouveau document de devoir de conseil ou actualiser un devoir de conseil. Ensuite, plus on s'éloigne du client, coup de fil ou mail, bah, plus c'est compliqué. On réexamine le conflit d'intérêts. Annuellement, on reprend le registre. On voit les conflits qu'on a identifiés, on voit si on a de nouveaux, on voit si les mesures qu'on a prises fonctionnent ou pas, et on actualise le registre. Attention, on doit soumettre un rapport écrit annuel aux dirigeants. La problématique est la même que pour le traitement des réclamations. L'utilité globale, l'objet du traitement des réclamations pour la CPR, c'est d'identifier les points de mauvais fonctionnement au sein de l'entreprise et prendre des mesures correctives et faire un rapport annuel. Même chose ici, je regarde les conflits, je regarde comment je les ai traités, je regarde si ça marche et si ça ne marche pas, je modifie. Exemple de contenu d'un registre. On peut mettre en place des fiches de déclaration par lesquelles les métiers dont on parlait vont remonter des infos au juridique en conformité. Quelle date, qui est concerné, quelle est la date de l'événement, quelle est la situation, qui est concerné, de quel type de quel type de conflit est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'on a pris comme décision, et est-ce que finalement on a divulgué ou pas au client. C'est assez basique, mais ça fonctionne. Ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la DDA est sortie, tout le monde a fait ça. La politique cadre. Les grands principes, les grandes politiques, les grandes procédures, et une liste de situations génériques. Il y a un risque de conflit d'intérêts lorsque la rémunération du distributeur est très importante. Très bien. Maintenant, on vous en demande plus, et la CPR va vous en demander plus. Je veux des listes de conflits réels, potentiels ou avérés, et je veux des éléments réels, je veux des situations terrain, et je veux une mise à jour faite par des opérationnels en fonction des incidents réellement
avéré et réalisé. On ne pouvait pas vraiment vous demander ça en 2018 parce qu'il faut le temps que ça se mette en place, il faut le temps que ça remonte. Aujourd'hui, on est 3 ans plus tard et en théorie, vous avez déjà dû avoir des remontées terrain. Donc, vous avez déjà des éléments factuels. Donc, la CPR va dire, bon, ben voilà, ça fait 3 ans que c'est en place. Vous avez forcément des trucs qui sont remontés. Et c'est ça qui doit être dans votre politique de conflit d'intérêts. Communication et formation, on en a parlé, importance de former des collaborateurs, de leur communiquer la liste des conflits d'intérêts, de leur rappeler leur obligation de vous révéler des conflits d'intérêts qui surviennent. C'est issu d'ailleurs d'un document extrêmement intéressant qui est le rapport sectoriel sur les conflits d'intérêts émis par la FSMA, qui est donc l'équivalent de la FFA ou de la CPR belge, pardon. J'ai un doute là sur le coup. Et donc il y a 50 pages de rapport sur comment est-ce qu'il faut traiter les conflits d'intérêts. Et c'est extrêmement bien fait. Je vous invite à lire ce document si vous êtes intéressé au sujet conflit d'intérêts. Donc, qu'est-ce que doit faire la direction juridique et conformité? Faire la politique, la diffuser, détecter, analyser une situation en relation avec les métiers, proposer les mesures de remédiation, assurer le suivi et tenir à jour la cartographie. Je passe parce que il ne reste déjà plus que 20 minutes. Régime des incitations, c'est la question de comment je rémunère mes distributeurs. Une incitation, c'est donc une rémunération ou un avantage de toutes sortes qui va avoir un effet sur la distribution. Et lorsqu'il a un effet négatif, c'est-à-dire lorsque ça pousse à commercialiser un produit d'une manière qui n'est pas honnête et équitable, eh bien, j'ai un effet négatif. Quand est-ce que j'ai un effet négatif? Eh bien, c'est les petits exemples que vous avez en dessous. L'exemple le plus important aujourd'hui, c'est lorsqu'on met en place un challenge commercial, un challenge de vente. Il faut des critères quantitatifs. On a le droit. Celui qui vend le plus de contrats. Mais il faut aussi y ajouter des critères qualitatifs. Celui qui vend le plus de contrats, par exemple, conforme aux intérêts du client. Ça veut dire qu'on va vérifier le nombre de contrats, mais qu'on va aussi vérifier que le document de devoir de conseil est bien rempli, que le contrat est adapté et que oui, il y a eu de la vente, mais il y a surtout eu de la vente conforme. L'objet, c'est clairement d'éviter les situations où on vendait, où on a pu vendre, où on a pu constater que certains vendaient n'importe quoi à n'importe qui, parce que à la fin, il y avait un voyage aux Antilles à gagner. Comment est-ce qu'on évite l'effet négatif? Eh ben, on a une incitation qui est proportionnée à la valeur du produit. Si je vends des contrats d'assurance et qu'à la fin, ben, je gagne une voiture, bien sûr que je vais vouloir en vendre un maximum parce que le cadeau qu'on m'offre n'est pas proportionné à l'enjeu. Incitation versée sur toute la durée, c'est important aussi. C'est pas toujours facile à faire passer auprès des distributeurs ou auprès des sous-mandataires quand on est courtier et qu'on a des MIA, mais on met en place un mécanisme de restitution. Si je m'aperçois que tu as mal vendu, si je m'aperçois que tu as un taux de renonciation, un taux de chute qui est bien plus important que celui des autres MIA ou des autres salariés ou des autres vendeurs, eh bien tu me rendras ton incitation, tu me rendras ta commission. Désolé, c'est un petit peu dense, mais il y a pas mal d'infos. N'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des questions complémentaires. Effet négatif, bah, comment je le recours, comment je le réduis? Eh bien, comme je vous l'ai dit, en permettant à l'entreprise d'assurance qui verse à ses distributeurs ou au courtier qui verse à ses MIA de récupérer la commission. Si on voit que ça nuit aux intérêts du consommateur, de récupérer la commission si le client renonce à son contrat dans les 30 jours ou dans les 14 jours, ou si finalement au bout d'1 ou 2 mois, pareil, il dit non mais attendez, moi ce contrat, j'avais pas conscience d'avoir souscrit un contrat. C'est des choses qui peuvent arriver, notamment sur de la vente à distance. J'avais pas compris que je vendais un contrat. Bah, c'est quand même révélateur d'un souci. Et donc, dans ce cas-là,
récupération de l'incitation. Comment est-ce qu'on évalue une incitation? Eh bien, on l'évalue de manière globale, c'est-à-dire que pour voir si elle est conforme ou pas à DDA, ce mode de rémunération, cette incitation, eh bien, je prends les potentiels effets négatifs, mais également les mesures que j'ai prises les mesures que j'ai prises pour réduire cet effet négatif. Et dans ce cas-là, l'articulation des deux peut suffire à dire, voilà, on avait effectivement des mesures négatives, des risques négatifs, mais on a pris des mesures pour. Exemple type, le précompte. Le précompte, on a vu que c'était susceptible de causer des problèmes et de pousser à des mauvaises commercialisations. Néanmoins, si je mets en place un mécanisme de restitution des commissions, si je m'aperçois que le distributeur fait tourner ses clients entre différentes entreprises pour toucher le précompte et au bout d'un an mettre fin au contrat et pousser au rachat, si je mets en place ce mécanisme, plus que je l'oblige à mettre à jour son devoir de conseil tous les ans, eh bien, on peut estimer que j'ai pris des mesures et que oui, il y a un effet négatif dans le précompte, mais que le précompte n'est pas interdit par la réglementation et que j'estime que les mesures sont suffisantes. Alors, il y a un risque. Il y a un risque parce que finalement, j'allais dire, vous prenez votre risque que la CPR vous dise non, mais moi j'estime que vos mesures sont insuffisantes et vu comment ils sentent le précompte, c'est quand même pas impossible, mais on en parlera tout à l'heure. Application pratique, la rémunération variable, on en a parlé, DDA ne met pas fin à la possibilité d'avoir un variable. Le variable existe toujours, mais il est soumis à des conditions, et notamment la prise en compte de critères qualitatifs et d'une récompense proportionnée. Déjà, si on a ça, on réduit le risque. Même chose, des bonnes pratiques à mettre en place un règlement écrit. Alors, ça se fait dans les grandes banques, c'est plus difficile dans les plus petites structures, mais un règlement écrit en disant voilà le challenge commercial. Alors, ça peut être un mail, mais voilà comment il sera articulé, voilà ce qu'on va regarder, voilà sa durée, et voilà qui va vérifier que tout ça est bien conforme. Même chose, plus le champ de mon challenge commercial sera large, moins j'aurai un risque de conflit d'intérêt. Si je dis vous devez vendre des contrats dépendance de chez Swiss Life, ça va poser problème parce qu'on est sur un type de contrat, sur un assureur. Si je dis écoutez, il faut vendre le maximum de contrats, toute gamme, tout produit sur l'agence, et bien dans ce cas-là, le distributeur aura à sa disposition toute une série de contrats et il ne devra pas en pousser un en particulier. Voilà des exemples de ce qu'on peut mettre en pratique pour éviter le risque de conflit d'intérêt. Fin du précompte, on en a parlé, il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, le précompte est compatible avec DDA. Il n'y a pas d'interdiction formelle du précompte. Néanmoins, ça ne fonctionnera que s'il n'y a pas qu'il y a des mécanismes suffisants qui sont mis en place pour réduire le risque de conflit d'intérêt et faire en sorte que ça ne nuise pas à l'intérêt du client. Mais à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence qui s'est prononcée sur ce précompte. Gardons à l'esprit que ce n'est pas très bien vu par l'autorité de contrôle parce qu'ils en parlent, on verra, dans leur rapport annuel. 12h19, j'accélère. Rapprochement des commissions entre les unités de compte et le fonds euro. Là aussi, pas d'interdiction. La CPR le dit. On peut avoir des commissions différentes entre l'euro et l'unité de compte. Deux observations. Un, il ne faut pas que les différences soient délirantes. Et deux, l'écart, il faut le justifier. Alors, dans la politique de conflit d'intérêt potentiel, politique de conflit d'intérêt, en disant pourquoi les UC sont mieux payés, eh bien justement parce qu'il faut plus de temps. Parce que expliquer comment fonctionne un produit structuré, ça va me prendre 1 heure, alors qu'expliquer comment fonctionne un fonds euro, ça va me prendre 3 minutes. Donc j'y passe plus de temps. Donc il est logique que ça soit mieux rémunéré. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça aura le mérite d'être acté quelque part.
Surcommissionnement, on en a parlé tout à l'heure. Le surcommissionnement, pour moi, il est non conforme à DDA dès lors qu'il est d'une importance telle qu'il va pousser le distributeur à commercialiser un produit alors qu'un autre correspond mieux aux intérêts du client. Si on a deux unités de compte similaires ou deux contrats similaires, je ne vois pas de souci à pousser celui qui l'avantage le plus. Mais c'est bien évidemment à la condition que ces deux contrats, ces deux unités de compte, ces deux situations soient d'avantage égal, soient également conformes à l'intérêt du client, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Le sort des commissions en cas d'ordre de remplacement, on en a beaucoup parlé. Troisième usage du courtage, qui dit qu'en cas de remplacement de la police, le courtier créateur conserve une partie de son droit à commission alors qu'il n'a plus de contact avec le client. Le client habite à Paris, déménage à Marseille, il demande que son contrat le suive à Marseille. Le courtier parisien va continuer à toucher une partie des commissions alors qu'il n'a plus de contact. Et là, on retombe sur l'idée de tout à l'heure. Quelle est la contrepartie de cette rémunération? Aujourd'hui, il y a des discussions. La conformité à la DDA se discute. Le mécanisme ne paraît pas complètement interdit parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'effet négatif. Alors, est-ce qu'il y a un effet négatif que le courtier créateur perçoive toujours une commission? Ça se discute. Est-ce qu'on dit oui, mais alors dans ce cas-là, le courtier, le second courtier qui vient de recevoir le contrat, il n'a qu'une commission réduite, donc il ne va pas avoir envie de s'embêter à faire son boulot, et l'effet négatif est là. Bon, c'est des points qui sont extrêmement discutables. Aujourd'hui, on attend une prise de position claire qu'on n'a pas. Donc, le conseil, c'est, dans la mesure du possible, essayer de régler le problème contractuellement. Quel avenir pour les conflits d'intérêts et les modalités de rémunération? On peut s'interroger sur l'interdiction des commissions, parce qu'il y a des pays dans lesquels ça existe. Mais en France, c'est 85% de la rémunération des intermédiaires. Pour moi, c'est pas certain que ça arrive et c'est même pas sûr que ça ait un véritable impact, pas un véritable impact sur la rédaction des conflits d'intérêts. Le risque majeur, c'est que le client refuse de payer des honoraires, ce qui va poser problème, puisqu'en fait, en France, aujourd'hui, il n'y a pas de vente sans conseil. Je le répète, parce qu'on me pose la question une fois de temps en temps, je ne peux pas vendre un produit d'assurance sans devoir de conseil, sauf exception exceptionnelle. Donc, il y a un risque majeur si on change complètement de modèle. La CPR dit quoi? Le plus de transparence sur les structures de rémunération. Ce qui va impliquer quoi? Je reviens un petit peu sur mon dada de tout à l'heure, actualisation de devoir de conseil. Le client va se dire, OK, moi j'ai la transparence sur les rémunérations, je m'aperçois que mon courtier, mon assureur, mon distributeur touche une commission sur encours, donc une commission annuelle. En fait, il n'est pas venu me voir depuis 5 ans. Quelle est la contrepartie de cette commission? Eh bien voilà la raison pour laquelle il faut pousser l'actualisation du devoir de conseil, parce qu'il faut être en mesure de justifier de la contrepartie de cette commission. Point d'avenir, quel avenir et point d'attention sur 2021 pour la CPR, rapport 2020, rapport d'activité 2020. On constate des structures de rémunération différentes. Donc, le CPR dit OK pour la mise en place de structures différenciées de rémunération selon le type de support. Ils disent pas non, mais ils font comprendre que oui, il faut l'encadrer. Et pour les challenges commerciaux, pareil, ils disent pas non, mais ils disent encadrement. Donc,
qu'est-ce qu'on ressort des attentes de la CPR sur le sujet des conflits d'intérêts, outre le côté pratique de la politique? Un, dans l'environnement de Toba dans lequel on est, ok, pour que vous posiez aux unités de compte. Mais attention au risque de conflit d'intérêts liés aux rémunérations. Attention au risque de conflit d'intérêts liés aux challenges commerciaux. Et attention à votre devoir de conseil. Parce que puisque vous proposez des UC, il est nécessaire de porter une attention particulière à l'accomplissement de votre devoir de conseil. C'est comme ça que vous réduirez aussi votre risque de mise en cause, parce que le produit sera bien vendu et que le client sera satisfait. Ou en tout cas, s'il ne l'est pas, vous serez en mesure de démontrer que vous avez fait le boulot et que vous avez conservé la preuve du fait que vous l'avez informé des risques liés à son investissement en unité de compte. Sur l'écart des rémunérations, toujours dans le rapport ACPR, c'est ce que je vous disais tout de suite, ils disent qu'ils seront vigilants. Donc ils ne disent pas que c'est impossible, mais ils disent qu'ils vont faire attention. Et pareil pour le précompte. Ils disent qu'ils ont bien vu le problème, qu'on avait des soucis, notamment en santé, en emprunteur, et que dans les dossiers de mauvaises pratiques, c'était souvent le précompte qui est à l'origine des conflits d'intérêts. Comme je l'indique à la fin, pas sûr que ça passe le cap de la révision de DDA. Je ne suis pas convaincu qu'effectivement le précompte passe le cut de la révision. Aujourd'hui, ça passe, encadrez-le. Pas sûr que ça passe demain. Et voilà pour cette formation sur les conflits d'intérêts. Il est 11h26, c'est magnifique. Magnifique, je vous remercie beaucoup, Maître Besserman, pour cette intervention et pour avoir répondu au fil de l'eau aux différentes questions qui nous ont été envoyées. Merci à tous les participants également. Vous aurez dans les prochains jours un replay de cette intervention si vous voulez revenir sur un autre sujet. Et puis bien évidemment, vous avez les coordonnées de Maître Besserman qui s'affichent à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à le solliciter dans ce cadre. Adresse mail besserman@lewins.fr, vous n'hésitez pas. Et puis, Voilà. globalement, il y a pas mal de gens qui me suivent sur LinkedIn. C'est aussi un moyen assez simple de me contacter si vous avez des questions ou des commentaires. À bientôt. Tout à fait. À très bientôt. Bonne journée à tous et bon appétit. Au revoir.